d'introduire mon ami le professeur Abdelhamid Moustafir. C'est un plaisir d'introduire. Habituellement, c'est toi qui le fais, comme je disais en préalable. Alors, Abdelhamid, c'est presque plus une offense si je t'introduis, parce que quasiment tout le monde te connaît au Maroc. Hein, il n'y a aucun souci. Hein. Abdelhamid, il touche un peu à tout, la rythmologie clinique, la rythmologie interventionnelle. Avant de faire la cardiologie, il a fait de la médecine interne. Donc, au fait, il a un chapeau bien rempli. Alors, aujourd'hui, il va nous parler des dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie sur la fibrillation atriale. Donc, sans trop tarder, je te passe la parole, c'est Abdelhamid. Merci beaucoup, Njoutine. Est-ce que ma diapositive est bien exposée? Elle est très claire. Alors, c'est vraiment difficile de parler de la fibrillation atriale en 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses et ces recommandations, j'ai eu la chance ou la malchance d'être un relecteur, donc je les connaissais depuis 1 an à peu près, mais ce n'est pas quelque chose de simple et ce n'est pas quelque chose de facile de tout résumer en 30 minutes. Je vais essayer de dérouler ces recommandations de la manière suivante. Un premier chapitre, quels sont les changements dans la définition, dans la stratégie diagnostique et l'évaluation, l'anticoagulation de l'AFA, le rythme, que ce soit la fréquence ventriculaire ou la restauration de rythme sinusal, l'importance que donnent ces recommandations au contexte clinique et enfin, 3 cas particuliers que je vais essayer de passer très rapidement. Vous savez que ces recommandations précisent qu'au cours de la vie, un malade sur 3 va avoir une fibrillation atriale, que c'est une pathologie qui est féminine et surtout qu'elle est liée aux facteurs de risque cardiovasculaire classiques et que lorsqu'on les contrôle, on diminue l'incidence de la fibrillation atriale. C'est une pathologie grave parce qu'elle augmente la mortalité, elle augmente les accidents vasculaires cérébraux, elle donne l'insuffisance cardiaque, elle donne de la démence, de la dépression et elle augmente les hospitalisations. Et puis 4 facteurs sont reliés à la fibrillation atriale. Il y a bien sûr l'hérédité, le sexe masculin, la génétique et l'âge. Et ces 4 facteurs, l'ethnie non caucasienne, ces 4 facteurs sont enrôlés d'un grand nombre d'autres facteurs où on trouve bien entendu les facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Parmi les changements dans la définition de la fibrillation atriale, je ne parle pas de définir la FA en tant que trouble du rythme, mais de la définition de la fibrillation atriale clinique. Eh bien, il faut avoir un électrocardiogramme qui enregistre la fibrillation atriale ou un enregistrement d'au moins 30 secondes pour parler de fibrillation atriale. Deuxièmement, cette entité clinique qui est la HRE, c'est-à-dire les épisodes d'arythmie atriale rapide, est mieux positionnée et on la définit par une activité atriale sur une prothèse rythmique ou sur un holter implantable au-delà de 150-75 battements par minute pendant au moins 5 minutes. Et cette entité a été mieux abordée dans ces recommandations par rapport à celles de 2016. Et que les gens qui ont rédigé ces recommandations ont rappelé la classification de l'ERA sur les symptômes. Et cette classification, elle va être simplement définie que plus l'activité ordinaire est affectée, plus le score va être élevé. Et il divise cette présentation clinique en patients asymptomatiques et où le souci, ça va être l'anticoagulation, et en patients symptomatiques, et là, ça va être l'anticoagulation, ça va être le contrôle très rapidement de la fréquence ventriculaire, mais ça va être surtout de poser la question, et ces recommandations font la différence parce qu'ils mettent sur le tapis très rapidement
l'option du contrôle du rythme. Et ça, c'est ce qui a changé dans ces recommandations. Enfin, dans la première situation comme dans la deuxième, le contexte clinique de la fibrillation atriale, il est capital. La définition n'a pas changé, par rapport à celle de 2016. Ce qui a changé, c'est qu'on doit abandonner un certain nombre de définitions, telles que ces fibrillations atriales dites sans cause. Il faut plutôt dire qu'on n'a pas trouvé la cause, telles que la fibrillation atriale chronique. On ne parle plus de fibrillation atriale chronique. Et on ne fait plus de différence entre fibrillation valvaire et non valvaire, sachant que seule la sténose mitrale et la valve mécanique doivent bénéficier d'antivitamine K. Tout le reste des pathologies, y compris les autres valvulopathies, peuvent bénéficier des anticoagulants oraux directs. Le dépistage a pris une part très importante dans la fibrillation atriale. Vous savez les difficultés dans le diagnostic de la fibrillation atriale paroxystique. Et dans ces recommandations, eh bien, beaucoup de techniques ont été proposées, la clinique par le pouls, la pression artérielle, les enregistrements électrocardiographiques, les smartphones, les montres, tout a été proposé et particulièrement encouragé pour traquer cette fibrillation atriale. Et ça, ce sont des changements dans l'approche, bien sûr, de rechercher la fibrillation atriale à partir de 65 ans par la clinique et par l'électrocardiogramme, rechercher les activités atriales rapides lorsqu'on a des prothèses rythmiques et surtout structurer la prise en charge de cette fibrillation atriale. Et là, vous avez cette multitude de techniques qui permettent de diagnostiquer cette fibrillation atriale. Il faut aussi savoir que chez le sujet qui a fait un accident vasculaire cérébral sans étiologie évidente, eh bien, il ne faut pas se contenter d'un électrocardiogramme de 24 heures négatif. Il faut pousser l'enregistrement beaucoup plus loin, au moins 72 heures, et dans des cas particuliers, proposer des prothèses qui vont enregistrer des rythmes sur un an, voire 18 mois. Lorsqu'on a enregistré ces activités, ces épisodes d'activité atriale rapide, il ne faut pas se contenter d'un diagnostic de la machine, il faut obligatoirement que ça soit lu par quelqu'un qui a l'habitude de lire, car je vous donne un exemple, sur ce tracé-là, vous avez l'activité atriale en haut et l'activité ventriculaire en bas, et on voit clairement que c'est une activité atriale rapide, alors que sur le tracé de bas, vous avez ici une détection de l'activité ventriculaire qui, elle, a été prise par la machine comme une arythmie atriale, et ce n'est pas vrai. Donc, il faut confirmer ces anomalies par un œil qui a l'habitude de lire ces anomalies rythmiques. Et ces étapes, cette prise en charge doit intégrer un management global qui est assis sur trois choses. Optimiser le traitement contre l'accident vasculaire cérébral ischémique, traiter les symptômes cliniques, donc soit la fréquence, soit le rythme, et enfin, gérer les comorbidités et les risques cardiovasculaires. Et la Société européenne a mis en place 4 axes. Le premier S, c'est l'accident vasculaire cérébral, et elle met en évidence ici le rôle du CHA2DS2-VASc score. Le deuxième, ce sont les symptômes, et là, c'est l'ERA Symptom Score qui est utilisé. Le troisième, c'est la sévérité de la charge de la fibrillation atriale, et cette notion a été vraiment mise en exergue dans ces recommandations, et on demande, lorsqu'on lit des holters ou des enregistrements sur des prothèses, de préciser la charge fibrillatoire, le nombre d'épisodes, la durée des épisodes, et ceci a une importance capitale pour proposer éventuellement un traitement anticoagulant dans cette catégorie de patients. Et enfin, gérer les comorbidités et apprécier ce qu'on appelle la cardiomyopathie atriale, qui, elle, comme vous le savez, la fibrillation atriale n'est qu'un marqueur de cette cardiomyopathie atriale et qui joue un rôle très important par la fibrose, par le dysfonctionnement de l'oreillette dans la genèse des thrombus, des thrombis.
Et on propose ici un certain nombre de techniques. L'IRM, elle est la plus complète parce qu'elle donne des renseignements sur l'anatomie, sur la structure, sur la fonction et sur l'existence ou pas de thrombus, tout en précisant que l'appréciation de la fibrose au niveau de l'oreillette n'est pas à la disposition de tous les centres et toutes les machines. Ensuite, l'écho avec l'écho-transœsophagienne répond à trois de ces objectifs, c'est-à-dire l'anatomie, la fonction et l'existence ou pas de thrombus. Quels sont les bilans proposés par la Société européenne devant une fibrillation atriale pour tous les patients? Un rapport médical où on précise le CHA2DS2-VASc, un électrocardiogramme, un bilan biologique minimum et une échocardiographie transthoracique. Ça, c'est le bilan pour tous les patients. Pour des patients particuliers, pour contrôler par exemple la fréquence ventriculaire ou le maintien du rythme sinusal, on va demander des ECG selon l'enregistrement Holter. On va, dans des cas particuliers également, demander des échotransœsophagiennes et apprécier le bilan inflammatoire, l'extension d'une coronaropathie selon des cas particuliers. Et enfin pour le cardiologue, qui est la cheville ouvrière de cette prise en charge, eh bien, il doit se rendre compte qu'il ne peut pas gérer cette pathologie tout seul et qu'il va être obligé de s'entourer aussi bien de médecins généralistes, de pharmaciens, d'infirmières spécialisées pour mettre en place une prise en charge structurée et un suivi organisé de ces patients. L'anticoagulation, eh bien, le CHA2DS2-VASc score reste quand même le gold standard pour apprécier le risque thromboembolique chez ces patients-là, mais les recommandations ont précisé que lorsque ce CHA2DS2-VASc score est faible, eh bien, il va falloir céder à d'autres éléments et ça a été dit mieux que dans les recommandations de 2016. On a des éléments cliniques où vous trouvez essentiellement l'insuffisance rénale, la cardiopathie hypertrophique. On a des éléments échocardiographiques et là, on met en évidence le rôle de la dilatation de l'oreillette gauche avec les autres éléments classiques que vous savez, en particulier les faibles vélocités dans l'auricule à l'ETO. Et on a cette ambiance inflammatoire qui, lorsqu'il existe, eh bien, est un élément donc prédisposant à la thrombose. Et ces éléments-là, lorsque le CHA2DS2-VASc score ne permet pas de trancher pour l'anticoagulation, l'existence d'un ou de plusieurs de ces éléments eh bien, va faire pencher la balance vers l'anticoagulation. Le RISE-BLADE est resté au même score, 2A, alors que le CHA2DS2-VASc score a une recommandation classe 1. Donc, le RISE-BLADE a la préférence des gens qui ont rédigé les recommandations pour la fibrillation atriale. Il n'a pas la préférence, par exemple, dans les syndromes non-stémie, qui ont choisi un autre score pour évaluer les patients. Les rythmologues continuent à utiliser de préférence le RISE-BLADE. Les recommandations n'ont pas changé. C'est exactement la même chose que les recommandations de 2016, avec une seule nouvelle. Cette nouvelle, elle dit qu'il faut apprécier le risque hémorragique avant de commencer le traitement anticoagulant. Et c'est une indication classe 1B, c'est-à-dire avec une forte recommandation. Les anticoagulants, vous connaissez les trois produits qui sont commercialisés au Maroc, avec les limites de leur prescription. Là aussi, rien n'a changé. Sachez que le poids peut être une limite de prescription pour l'apixaban et que l'âge peut être une limite de prescription à partir de 75-80 ans pour le dabigatran. Le RISE-BLADE, je vous ai dit qu'il n'a pas changé. Sachez que chaque fois qu'on peut mettre un patient sous anticoagulant oral direct, eh bien, c'est préférable. Et pour les patients qui ont un temps dans la fourchette recommandée supérieure à 70%, eh bien, ces personnes-là peuvent garder l'anticoagulant, l'antivitamine K classique.
Sachez aussi que la fermeture de l'auricule n'a pas bougé, eh bien, elle reste en 2B et qu'elle est réservée exclusivement aux personnes qui ne peuvent pas prendre le traitement anticoagulant. La fréquence ventriculaire, vous savez qu'on est obligé de donner un ralentisseur de la fréquence ventriculaire au début de la prise en charge de la fibrillation atriale et qu'on peut choisir cette option lorsqu'on a échoué à contrôler le rythme ou lorsqu'on n'est pas sûr d'un début de fibrillation atriale. Les recommandations, lorsqu'il n'existe pas une cardiopathie, c'est une fréquence cardiaque inférieure à 110 battements par minute. Et lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque où le patient est porteur d'un appareil de resynchronisation, eh bien, c'est 80 battements par minute. Les médicaments de choix qui restent à la tête, ce sont d'abord le bêta-bloquant suivi par les anticalciques. Ces recommandations ont redonné de l'intérêt à la digoxine, en particulier chez le sujet âgé, car vous savez que la digoxine ralentit surtout les gens au repos, et en matière également d'insuffisance cardiaque, puisqu'il y a une étude récente qui a montré qu'elle fait aussi bien que le bêta-bloquant dans le contrôle de la fréquence cardiaque au repos, mais surtout dans l'insuffisance cardiaque. Elle a même permis d'améliorer les symptômes chez ces patients-là. Et lorsque les bêta-bloquants sont contre-indiqués, eh bien, on cédera obligatoirement à l'amiodarone. Donc, pour résumer ces recommandations, le bêta-bloquant reste en première ligne, sauf lorsqu'il y a une contre-indication telle qu'un asthme sévère ou une bronchopneumopathie constrictive. Lorsqu'on n'atteint pas le 110 battements par minute, on va associer soit un bêta-bloquant, soit un anticalcique, soit un digitalique, et que ces recommandations, je vous ai dit, ils ont réhabilité un peu les digitaliques en deuxième position, en particulier chez l'insuffisance cardiaque et chez le sujet âgé. Enfin, lorsque une triple association n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif thérapeutique, on peut proposer et réfléchir à une ablation de la jonction atrioventriculaire associée à une resynchronisation simple ou à une resynchronisation plus défibrillateurs selon les cas. Voici donc ces recommandations. Vous avez le bêta-bloqueur qui reste en tête de ligne, le bêta-bloqueur ou la digoxine ou les deux chez l'insuffisant cardiaque. Et enfin, on pensera avec une recommandation classe 2AB à l'ablation de la jonction atrioventriculaire avec une resynchronisation lorsque les patients ne sont pas contrôlés par une triple association. Et juste après, je vous dirai que ça, c'est une étape vraiment transitoire lorsqu'on prend en charge une fibrillation, car il est recommandé chez les patients symptomatiques ou chez les patients qui ont une qualité de vie altérée par la fibrillation atriale de proposer un contrôle du rythme cardiaque. Et ce contrôle, il est particulièrement préconisé chez le sujet jeune lorsque les épisodes de FA ne sont pas nombreux, lorsqu'il y a une cardiomyopathie rythmique, et là c'est une indication classe 1A, lorsqu'il n'y a pas trop de remodelage au niveau de l'oreillette, lorsqu'il n'y a pas trop de comorbidité, lorsqu'on n'arrive pas à contrôler cette fréquence ventriculaire avec les trois antiarythmiques, et enfin, lorsque il y a un facteur qui précipite cette fibrillation atriale, et parfois la fonction où le patient choisit cette option du contrôle du rythme cardiaque. Deux éléments sont à notre disposition, les antiarythmiques et l'ablation des veines pulmonaires en particulier. Donc, pour procéder à cette cardioversion, il faut encadrer ça par une anticoagulation. Je dirais rapidement trois situations. Une fibrillation atriale diagnostiquée tôt, avant la 12e heure, avec un CHA2-VASc faible, et là, on peut faire une cardioversion sans donner des anticoagulants. Eh bien, avant 48 heures, là, le CHA2-VASc est très important pour stratifier ces patients. Et si il y a un CHA2-VASc qui est élevé, on demandera une TO si on veut faire une cardioversion rapide. Et au-delà de 48 heures,
soit qu'on demande une ETO obligatoirement, soit qu'on donne 3 semaines d'anticoagulation. Et quelle que soit la situation préalable, on donnera 3 semaines d'anticoagulation après la cardioversion. Ce qui sort de ces recommandations, ce sont 3 éléments. Le délai diagnostique avec ce 12 heures qui est important pour s'affranchir d'une anticoagulation, mais les auteurs insistent sur un CHA2DS2-VASc qui est faible lorsqu'on cède à cette cardioversion rapide, qu'elle soit médicamenteuse ou électrique, et au-delà de 48 heures, il faut quand même sécuriser les patients en éliminant formellement un thrombus par une échotransœsophagienne. Les moyens qu'on a au Maroc, malheureusement, seul l'amiodarone, seul par voie veineuse, vous avez 5 mg kilo en 1 à 2 heures, suivi de 50 mg par heure, sans dépasser 1,2 g pendant 24 heures. Il fut un temps où on avait du flécainide par voie injectable, et là, c'est 2 mg kilo heure. Donc, sachez que le flécainide ne doit pas être donné lorsqu'il existe une dysfonction ventriculaire gauche, lorsqu'il existe une hypertrophie ventriculaire gauche importante, ou lorsqu'il existe une ischémie myocardique. Et là, je fais une nuance quand même. Ischémie myocardique signifie souffrance myocardique et non pas une plaque insignifiante au niveau d'une artère coronaire. Donc, le message, c'est que chaque fois que le ventricule gauche ne se contracte pas bien ou il est hypertrophique de manière significative, eh bien, il faut éviter le flécainide. Deuxièmement, et là, c'est le changement dans ces recommandations, c'est que le sotalol a été déclassé parce qu'il est source d'effets pro-arythmiques et qu'il nécessite une surveillance accrue. Et lorsqu'on le donne, vraiment, il faut faire un suivi de cette molécule pour ne pas avoir d'effets secondaires. Et enfin, les recommandations précisent clairement qu'il ne faut pas donner les antiarythmiques de la classe 1 ou de la classe 3 lorsqu'on a décidé de respecter une fibrillation et en la laissant évoluer sur le mode de fibrillation atriale permanente. La cardioversion électrique a 2 indications principales, soit dans le cadre de l'urgence, soit comme complément d'un échec d'une cardioversion médicamenteuse. Lorsqu'on opte pour une ablation de la fibrillation atriale, il faut également penser à tout ce qui entoure l'ablation, car c'est lorsqu'on gère ces facteurs, en particulier l'hypertension, l'obésité, le diabète, la consommation d'alcool, le tabac, eh bien, on augmente le pourcentage de succès et donc on diminue les récidives après ablation. Vous avez ici l'un des changements dans ces recommandations, c'est qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux patients la technique, les effets secondaires et les complications. Il faut également lui expliquer qu'il pourra avoir besoin d'une seconde, voire d'une 3e procédure. Et ça, c'est très important et c'est difficile dans notre contexte marocain où on a beaucoup de problèmes, même pour les gens qui sont assurés, pour avoir des prises en charge d'ablation de fibrillation atriale. Deuxièmement, et ça c'est en indication classe 1, il faut contrôler les facteurs de risque, il faut contrôler l'obésité, car ce sont des éléments de récidive. Et enfin, ce qui est recommandé, c'est essentiellement eh bien, la fibrillation atriale paroxystique ou la persistante avec très peu de facteurs de récurrence, très peu de facteurs de risque. Et ça, il faut le noter, il faut quand même contextualiser les indications. Et ces indications européennes, eh bien, elles sont larges actuellement. Ils mettent le contrôle du rythme, ils mettent l'ablation au devant dans le contrôle du rythme au cours de la fibrillation atriale. Et on passe déjà en classe 1A dès l'échec d'un seul antiarythmique. Et on est en 2A. Chez les patients très symptomatiques, on peut même court-circuiter le traitement médical. Et lorsqu'il s'agit d'une cardiomyopathie dilatée, très probablement d'origine rythmique, eh bien, on est également en classe 1A. Et chose importante sur le plan pratique, c'est qu'il faut
discuter l'anticoagulation avec les patients. Beaucoup de malades sont demandeurs de l'ablation parce qu'ils pensent qu'ils vont arrêter l'anticoagulation. Mais sachez qu'après l'ablation, eh bien, l'anticoagulation est obligatoire pendant 2 mois. Et au-delà du 2e mois, c'est le CHAS-VAS qui va dicter l'anticoagulation au long cours. Et donc, il faut discuter ces choses-là avec les malades. Autre chose, ce qui sort ici dans la prise en charge de ces patients sur le plan technique, eh bien, c'est l'ablation, l'isolation des veines pulmonaires est recommandée. Tout le reste est laissé à l'appréciation de l'opérateur parce que les lignes, par exemple, les voltages sont en 2B, classe B, et vous regardez alors que l'isolation des veines pulmonaires, elle est en indication classe 1A, donc très fort degré de recommandation. Sachez aussi qu'il y a des complications. Ces complications, ils sont opérateurs dépendants. Nous pensons que ces techniques doivent être concentrées dans notre pays, dans certains centres au début, et qu'on ne peut pas faire une procédure par an et dire qu'on fait de la fibrillation atriale. Il y a un traitement en amont qui est très discuté. Il s'agit des bloqueurs du système rénino-angiotensine, des anti-aldostérones, des bêta-bloquants, des statines. Il y a des études pour et il y a des études contre. Ce qui est prouvé, c'est que le bloqueur du système rénino-angiotensine, par exemple, diminue la charge de la fibrillation atriale. Et ça, c'est un nouvel élément qui a bien été souligné, que diminuer la charge de la fibrillation atriale est un objectif thérapeutique et ces médicaments-là diminuent chez l'hypertendu cette charge de fibrillation. Enfin, l'ablation chirurgicale en 2A, lorsqu'il y a une chirurgie programmée et lorsqu'on a de la fibrillation atriale, ça vaut la peine d'aller faire de la chirurgie rythmique en même temps. Enfin, le contexte clinique, vous avez ce contexte clinique, traiter correctement l'hypertension artérielle, avoir des objectifs pour la pression artérielle, l'obésité et diminuer la consommation d'alcool, ce sont des éléments qui permettent de maintenir le rythme sinusal après une ablation et ça vraiment, ça doit avoir la place que ça mérite dans la prise en charge de ces patients. Enfin, les cas particuliers, je vous ai dit, ces épisodes d'activité atriale rapide, eh bien, ils sont importants lorsque ça dépasse 24 heures, en particulier 24 heures par semaine, et lorsque le CHA2-VASc est important. Et c'est la combinaison de ces deux éléments, la durée plus le CHA2-VASc, qui va faire opter vers une anticoagulation plus rapidement. Pour les syndromes coronaires, vous savez quels sont les mots-clés. D'abord, l'aspirine donnée à un intervalle le plus court possible. Lorsque le risque thromboembolique est court, c'est 1 semaine. Lorsque le risque thromboembolique est élevé, c'est 1 mois. Lorsque c'est un syndrome coronaire chronique, eh bien, c'est 6 mois de bithérapie puis anticoagulation. Et il y a une préférence d'associer un AOD au clopidogrel par rapport aux antivitamines K. Lorsqu'il s'agit d'un syndrome coronaire aigu, eh bien, la même chose, il y a une préférence pour l'association AOD-clopidogrel et c'est le risque hémorragique ou thromboembolique qui va faire pencher la durée d'1 mois ou d'1 semaine de la trithérapie, sachant à ce niveau-là qu'il faut tenir en compte un certain nombre d'éléments qui sont bien codifiés chez les angioplasticiens, tels que les lésions de bifurcation, les lésions de tronc, les lésions complexes, etc., qui peuvent donc recommander une progression et une prescription d'un traitement par les inhibiteurs des récepteurs P2Y12 à une durée qui peut avoisiner 12 mois. Les accidents vasculaires cérébraux, la prise en charge ischémique n'a pas changé par rapport à 2016. C'est une discussion entre neurologues et cardiologues. Et plus la lésion est étalée, la lésion ischémique, plus on va attendre plus pour donner les anticoagulants et qu'il n'y a plus lieu de donner les anticoagulants injectables en particulier pendant les 48 ou les 70 heures, de 12 heures, car il y a un risque de transformation hémorragique. La prise en charge des hémorragies intracrâniennes eh bien, met l'accent bien sûr sur les antidotes, etc., mais surtout sur
les facteurs modifiables qu'on doit contrôler pour diminuer les récidives. Et c'est la discussion avec un neurologue spécialisé dans les AVC qui va pencher la balance vers une introduction des anticoagulants qui seront obligatoirement des anticoagulants oraux, sauf contre-indication, ou non. Donc, c'est une discussion entre spécialistes et c'est une discussion qui tient en compte ces facteurs modifiables qu'il va falloir essayer de contrôler avant la reprise du traitement. Enfin, j'arrive à la fin de mon exposé pour dire que la fibrillation atriale, dans ses recommandations, ce n'est pas uniquement l'affaire du cardiologue, mais c'est l'affaire aussi des infirmières, des médecins généralistes, des pharmaciens et de tous les gens qui tournent autour du patient qui a une fibrillation atriale, que si cette prise en charge va être axée sur 3 niveaux, confirmer la fibrillation, et je l'ai dit, c'est un ECG qui enregistre la fibrillation ou c'est un enregistrement qui a été vu par quelqu'un qui a l'habitude de lire les enregistrements de qualité qui dépassent 30 secondes. Il faut caractériser par les 4 S la fibrillation atriale. Et enfin, il faut traiter, il faut anticoaguler, contrôler correctement les symptômes et traiter les comorbidités. C'est le tour de la prise en charge de la fibrillation atriale. De manière plus simple, eh bien, je dirais qu'il faut dépister la fibrillation atriale et pour ça impliquer d'autres professionnels de la santé que les cardiologues et que l'AFA, elle est toujours à contextualiser, sinon on passe à côté de l'essentiel. Il faut prendre en compte le risque hémorragique et là c'est une nouvelle indication, c'est une indication classe 1A, 1B, pardon, et que les AOD, eh bien, c'est une préférence au cours des accidents vasculaires cérébro-ischémiques et au cours et chez les coronariens. Le CHA2-VASc et le ASBLED gardent la préférence des rythmologues et que les AVK n'ont actuellement de place que lorsqu'il existe un rétrécissement mitral ou une prothèse valvaire mécanique. La digoxine est mieux repositionnée, en particulier chez le sujet et l'insuffisance cardiaque, et que ces recommandations mettent en exergue l'intérêt de diminuer la charge fibrillatoire, car plus cette charge fibrillatoire est importante, plus le risque de faire des accidents vasculaires cérébraux est important. Eh bien, le sotalol a été déclassé pour ses effets secondaires et quand l'AFA est permanente, il ne faut plus donner les antiarythmiques de la classe 1 et 3, mais plutôt vers des freinateurs du nœud auriculo-ventriculaire. Proposer rapidement une stratégie du rythme lorsque les malades restent symptomatiques et contrôler les facteurs de récidive, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, le tabac, car ça diminue les récidives après une ablation et qu'après ablation, dès l'échec d'un antiarythmique, aussi suspicion d'une cardiomyopathie rythmique, difficile à mettre en pratique, vu d'abord le manque d'expertise dans ces techniques dans notre pays, et deuxièmement, vu la masse de travail que cela engendre sur à mon avis, des rendez-vous de plusieurs mois pour faire des patients, et que dans cette ablation, eh bien, le centre de gravité reste l'isolation des veines pulmonaires, complétée plus ou moins par l'ablation de l'isthme cavo-tricuspidien si on déclenche un flotteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Abdelhamid. Eh bien, toi qui craignais ne pas avoir assez de temps pour 30 minutes pour nous résumer les recommandations, ben, je te félicite parce que tu as fait vraiment un gros travail. Hein, et ta présentation était très claire, très précise et on te remercie infiniment. Et comme tu te doutes bien, tu vas faire l'objet d'un déluge de questions. Il y en a un paquet. Mais je suis sûr que tu vas avoir réponse quasiment à tout. Alors, une première question sur un plan pratique, parce que tu nous as vu tous les moyens pour dépister l'AFA, pour la détecter. Finalement, ça repose sur le Holter, le CG, etc., les objets connectés de plus en plus. Comment tu quantifies finalement la charge de l'AFA? Lequel outil tu vas choisir pour quantifier la charge de l'AFA? Ça dépend de ce que j'ai à ma disposition. Tu sais que la charge de l'AFA, c'est par rapport à la durée de l'enregistrement. Plus la durée de l'enregistrement est importante, plus on aura
une réponse à ta question. Dans la dernière étude qui a donné l'importance à la charge de la fibrillation atriale, c'était une semaine. C'était le nombre d'heures passées en fibrillation pendant une semaine. Et ils ont séparé, ça a été publié dans Circulation en 2019, et ils ont séparé 6 heures, 24 heures, moins de 6 heures par 24 heures, les accidents vasculaires cérébraux, la mortalité n'était pas significative. Au-delà de 6 heures sur la semaine, eh bien, ça commence à changer, mais au-delà de 24 heures sur une semaine, eh bien, c'est significatif. Maintenant, comment le faire? Moi, j'ai la chance dans mon cabinet d'avoir des haltères de 15 jours. Je peux faire des enregistrements de 15 jours. D'accord? Ce n'est pas le cas de tous les cardiologues. Il faut, plus la durée elle est importante, plus on peut quantifier cette charge fibrillatoire. Et de toutes les manières, tu le sais très bien qu'en 24 heures, on ne peut pas la quantifier. Ok, excellent. Alors, il y a une autre question sur la stratification du risque thromboembolique qui repose encore sur le CHA2-VASc. Alors, tu as un jeune patient, 40 ans. Laurence l'avait qualifié tout à l'heure de vieux, hein, celui de 40 ans. Alors là, on me dit dans le questionnaire, un jeune patient de 40-45 ans. Alors, tout ce qu'il a comme facteur de risque, c'est une hypertension artérielle qui est bien contrôlée. Et donc, il a un CHA2-VASc à 1. Alors, est-ce que tu prescris un anticoagulant? Lequel? Je l'ai bien dit, et ces recommandations, je me dis, vraiment, tu sais, c'est parmi les remarques que j'avais fait lorsque j'ai relu ces recommandations. J'avais émis, j'ai dit, est-ce que c'est normal, si on a une oreillette gauche à 30 cm², de ne pas tenir ça en compte, même si on a un CHA2-VASc à 0. Et je suis content que les gens qui ont rédigé ces recommandations ont fait sortir quand même un tableau où il y a 3 éléments qu'il faut toujours avoir dans l'esprit, justement pour essayer de se convaincre pour traiter ces patients-là lorsque le CHA2-VASc est faible. Il s'agit premièrement des comorbidités, et là l'insuffisance rénale vient en tête. Il s'agit de l'échographie qui, lorsqu'on a une taille de l'oreillette gauche qui est augmentée, là c'est un élément qui peut pousser vers l'anticoagulation. Et il s'agit de l'ambiance inflammatoire, une CRP élevée, un BNP élevé, etc. Ces éléments-là sont des éléments qui vont pousser vers l'anticoagulation. Et ça a été vraiment précisé dans un tableau à part en montrant que ce sont d'autres éléments facteurs de thrombose. Donc, pour répondre à ta question, soit que ce patient n'a aucun de ces facteurs, et là, je ne mettrai pas de traitement anticoagulant. Soit que ce patient-là, il n'a pas il a ces facteurs-là, et là, je mettrai un traitement anticoagulant. De toutes les manières, lorsqu'on a pris séparément le CHA2-VASc, lorsqu'on a vu quels sont les facteurs les plus péjoratifs, et ça sort très bien dans les recommandations canadiennes de 2018, c'est l'âge, c'est 65 ans. C'est l'élément le plus important de l'anticoagulation, suivi par le diabète. Ensuite, viennent les autres signes. Donc, même l'hypertension artérielle, c'est un facteur qui n'a pas le poids d'un âge de 65 ans ou d'un sujet diabétique. Donc, s'il n'y a pas de facteur extrinsèque, tel que je l'ai cité, je serais tenté de ne pas mettre d'anticoagulation. S'il y a des facteurs associés, eh bien, je mettrai une anticoagulation. C'est de toute manière du 2A, donc ça laisse la place à discuter avec le patient. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que finalement, un score de CHA2-VASc à 1, ça signifie un risque de 1% par an pour présenter un événement thromboembolique. Donc, c'est une discussion qu'on peut avoir avec le patient. Alors, que fais-tu? Ça aussi, c'est une question qui revient d'un score de Hasbled maintenant qui est à 4. Est-ce que ça te pousse à réfléchir beaucoup avant de prescrire le traitement anticoagulant ou tu y vas quand même? Oui, je réfléchis, mais je surveille de manière plus rapprochée mon patient. C'est l'intérêt, je surveille. Lorsque un CHA2-VASc est élevé, eh bien, je vais prescrire mon anticoagulant, mais je vais le surveiller de manière très rapprochée, moi-même, sans cardiologue, sans médecin généraliste,
je mettrai sur le coup tout le monde pour ne pas laisser passer à côté de signes d'alarme. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, le Hasbled n'a pas été fait. Il n'a pas vocation pour contre-indiquer le traitement anticoagulant. D'ailleurs, il avait été retiré des recommandations de 2016. Il ne figurait pas. Et puis, bon, là, on le voit revenir, mais avec la mention claire et très nette. Ce n'est pas fait pour contre-indiquer le traitement anticoagulant. Je te remercie pour cette précision. Alors, il y a une question, que fais-tu de la FA persistante ou de la FA même permanente avec un score de Schatz-Vask égal à 0? Le patient n'a aucun facteur de risque, incluant tous ceux que tu as cités, qui ont été rajoutés récemment, les propriétés de l'auricule gauche, la taille de l'oreillette, etc. Au fait, il n'a rien. Zéro. Zéro facteur de risque, mais il a une FA permanente. Est-ce que tu Écoute, le tu sais très bien qu'on différencie la fibrillation atriale asymptomatique de la fibrillation atriale symptomatique. Et on sait que la fibrillation atriale asymptomatique, elle est traître parce qu'elle donne beaucoup de problèmes. Par contre, lorsqu'on prend les sous-groupes jusqu'à ces recommandations, on ne faisait pas de différence entre la paroxystique, la persistante ou la persistante de longue durée ou la permanente. Le risque thromboembolique, il est le même. Maintenant, il y a cette notion de charge fibrillatoire qui rentre en jeu. Cette notion de charge fibrillatoire qui rentre en jeu, si j'ai une fibrillation atriale permanente ou persistante de longue durée, bien je la gérerai comme ce que je t'ai dit pour le sujet de 40 ans. Vraiment, plus la fibrillation atriale est là, plus il y a un risque thromboembolique, je vais chercher les autres facteurs. Je n'aurai pas la même décision chez quelqu'un qui a des facteurs de risque comme celui qui n'a pas de facteur de risque. Mais sache quand même que le risque pour un chat 0, il est faible. Le risque pour un chat 0, même pour la FA permanente, il est très faible. Donc maintenant, je réfléchirai si j'ai une oreillette gauche à 30, par exemple, et ça c'est vraiment du vécu, j'ai un patient qui a une FA permanente et qui a une oreillette gauche dilatée, je l'anticoagule sans aucun autre facteur, parce qu'il a une oreillette gauche très dilatée. Et donc, c'est l'ambiance de l'AFA qui me pousserait à prescrire ou pas un anticoagulant. Très bien. Que fais-tu du jeune athlète qui est addict au sport en excès et qui fait de la fibrillation atriale? Alors là, je ne discute pas, c'est l'ablation. Je lui propose une ablation. Je lui propose une cryo. Tu sais très bien que la cryo, elle est plus élégante, elle est plus rapide et ça donne d'excellents résultats. Et il est hors de question d'embarquer dans des traitements médicamenteux. Je fais de la cardiologie du sport. J'étais médecin du comité olympique marocain. Je sais de quoi je parle. Il est hors de question d'embarquer des sportifs de haut niveau dans des prises médicamenteuses qui vont être l'objet d'un contrôle positif tel que les bêta-bloquants ou autres. Donc, il faut vraiment, chez quelqu'un qui a un niveau de sport élevé, qui tient à son sport, eh bien, il faut lui proposer une ablation des veines pulmonaires. Alors, Abdelhamid, Laurence nous a rappelé tout à l'heure que les antiarythmiques avaient une efficacité extrêmement médiocre. Parce elle a même été généreuse, elle a dit 50% de prévention. 50% de prévention et de maintien du rythme sinusal à 1 an, parce qu'on parle à 1 an. Alors, ils n'ont jamais rien démontré, les antiarythmiques, ni sur la prévention, ni sur la réduction de la mortalité. En plus, comme tu le sais, ils ont des effets toxiques extrêmement importants. Maintenant qu'on est privé du sotalol, il ne nous reste plus que l'amiodarone et puis la flécaïne. Et puis, je vois, il y a quelqu'un qui te pose la question, quel serait ton choix finalement pour contrôler le rythme Mon choix, il est fait. Moi, je suis un anti-amiodarone. Je suis un anti-amiodarone aussi bien à l'étage atrial qu'à l'étage ventriculaire et tu sais de quoi je parle. D'accord? L'amiodarone, c'est un produit que j'ai beaucoup manipulé. Ce n'est pas de l'expérience des livres ou des articles.
c'est vraiment de l'expérience personnelle sur plus de 20 ans. C'est un médicament qui donne beaucoup d'effets secondaires et un malade sur deux arrête le traitement au bout d'un an, 2 ans par des effets extracardiaques. Donc l'amiodarone, je ne suis pas un fanatique d'amiodarone et actuellement, je prescris, lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, le flécainide qui est commercialisé au Maroc sous le nom de Tomboca. Voilà, le flécainide a le choix, mon choix de prescription. Je prends les précautions habituelles. Je surveille les malades pendant les 48 heures. J'essaie de faire un électro après le début de cette molécule et j'adapte selon ce que je peux faire. Et Mais si, et si ton patient est coronarien? si mon patient est coronarien, j'ai bien insisté tout à l'heure, il ne faut pas qu'il soit ischémique. Il ne faut pas qu'il soit ischémique. Il ne faut pas qu'il y ait des lésions au niveau myocardique. Mais je donne de l'amiodarone et j'assume ça lorsque j'ai une plaque de 30% sur une artère. Ça ne m'empêche pas de donner de l'amiodarone, du flécaïde. Ok, ok. Alors, on arrive au chapitre. On a encore un peu de temps, Saïd? Il y a pas mal de Oui, questions. on a encore une dizaine de minutes. Ok. Alors, on arrive au gros chapitre, Abdelhamid, de l'ablation. Alors, on va commencer par un sujet hein, qui est vraiment qui pose problème. Hein. C'est l'association insuffisance cardiaque et fibrillation atriale. Alors, Oui, liaison très dangereuse. Comment gérer ça dans le contexte du Maroc? Quelle est la place de l'ablation? Comment tu gères avec les antiarythmiques qui se sont réduits comme peau de chagrin? Comment tu fais sur un plan pratique? c'est pas facile, c'est pas facile. Je te donnerai plus de détails le 5 novembre puisque je vais traiter les cardiomyopathies rythmiques. Tout le problème lorsqu'on a une insuffisance cardiaque associée à une fibrillation atriale, de dire est-ce que la fibrillation atriale est la conséquence d'une atteinte myocardique, d'une atteinte valvaire avancée, ou c'est l'inverse, ou c'est la fibrillation atriale parce qu'elle a été rapide pendant suffisamment longtemps, eh bien, elle a détérioré le ventricule gauche. Et à partir de là, autant je vais être très rapide pour essayer d'isoler les veines pulmonaires chez le premier cas, c'est-à-dire fibrillation atriale qui a entraîné une dégradation du ventricule gauche, autant je ne vais pas m'aventurer chez une patient qui a une valvulopathie importante, qui a un infarctus du myocarde avec des séquelles sur le ventricule gauche. Je prendrai le temps de réfléchir et de toutes les manières, comme tu l'as dit, c'est là où l'amiodarone, malheureusement, redevient indispensable tant qu'elle est supportée et c'est elle qu'on va donner. Pour maintenir éventuellement un rythme qu'on arrive à, si on arrive à garder un rythme sinusal. Mais l'association, elle est compliquée. Tu sais que cette association augmente la mortalité dans l'insuffisance cardiaque et dans la fibrillation atriale et que toute la difficulté, c'est de préciser qu'est-ce qui a fait dégrader le ventricule gauche. Est-ce que c'est l'AFA ou bien c'est la maladie myocardique ou la maladie valvaire qui a entraîné la fibrillation atriale. Alors, si tu l'ablates et il récidive, et puis bon, là, c'est une question qui a été posée deux fois. Jusqu'à combien de fois tu proposerais l'ablation s'il récidive plus d'une fois? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu as fait des ablations au Maroc, tu sais combien c'est difficile de faire, de faire une deuxième ablation. Je Patient vais te marocain dire, très exigeant. d'abord le malade, tu sais que je fais maintenant signer à des malades qu'il y a un risque de récidive de 20% de l'AFA. D'accord? Je fais signer un papier au patient parce que on est prêt d'être traîné devant des tribunaux parce que les patients ont récidivé. Là encore, je n'irai pas plus d'une seule fois. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. D'accord? Et ça représente vraiment très peu de patients que j'ai repris 2 fois, en général dans l'ablation de l'AFA. Donc, je proposerai une autre procédure et ça s'arrêterait là.
Ben, si tu reprends pas trop tes patients, c'est que tu les sélectionnes bien. Alors, d'où ma question, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, finalement, quel est le bon candidat à qui proposer une ablation et finalement, qui n'est pas bon candidat et à qui ne pas finalement proposer cette ablation pour ne pas se heurter à ce problème de Écoute, récidive? tu te rappelles, on avait fait ce sujet ensemble et qu'on était d'accord sur trois principes qu'on peut développer. D'abord, le caractère paroxystique. Plus la fibrillation atriale est paroxystique, meilleurs sont les résultats. Deuxièmement, sur la faible morbidité. Ce sont des gens qui n'ont pas de facteur de risque. Troisièmement, ce sont des gens qui ne sont pas âgés, moins de 75 ans. Déjà, on ne va pas aller s'amuser à faire de l'ablation de l'AFH chez quelqu'un qui a 90 ans. Et en quatrième lieu, moi j'intègre cet élément de plus en plus, c'est la taille de l'oreillette gauche, c'est la surface de l'oreillette gauche. Lorsque j'ai une oreillette gauche dilatée, eh bien, je ne propose pas cette technique et à partir de 30 cm², je ne propose pas d'ablation de fibrillation atriale. Voilà, grosso modo, les malades. Le malade idéal, c'est un malade jeune, faible morbidité, oreillette gauche entre 20 et 25 et qui est gêné, surtout le caractère symptomatique, qui est gêné par sa fibrillation atriale qui évolue sous le mode paroxystique. C'est le patient idéal. Il y a une question, Hamid. Merci pour ta précision. Pour moi, c'est clair et je te rejoins 100% sur ce que tu as dit. Alors, il y a une question qui revient et à chaque fois, quand on traite l'AFA, pourtant les choses sont claires depuis fort longtemps, mais non. Mais enfin, différentes sociétés recommandent ou pas l'antiagrégant plaquettaire. Alors la question, aujourd'hui, ils te disent, enfin, je te dis la question, quelle est la place de l'antiagrégation plaquettaire chez un patient qui fait de l'AFA et qui refuse l'anticoagulant? Écoute, une fois, je vais nommer mon ami Skedi, il m'avait envoyé un avis pour une patiente qui est cardiologue et je lui ai dit qu'il faut l'anticoaguler. Il m'a dit il n'a pas d'argent et il habite la montagne. Il ne peut pas venir descendre faire son AVK, son contrôle pour son TP, son INR, et que je dois lui donner quelque chose. Ben écoute, ça ne protège pas, mais ça fait un petit quelque chose. Je te donne la fond de ma pensée. D'accord? Le fond de ma pensée, c'est que lorsque je suis dans l'obligation de ne pas donner un anticoagulant, je donnerai peut-être une association aspirine-clopidogrel. Ok, alors il y a une autre question. Enfin, moi, celle-ci, je ne pourrais pas répondre, mais tu répondras plus facilement que moi, mais ça mérite d'être posé. Quel est le coût de l'ablation de l'AFA au Maroc pour un payant? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un payant, mais Un payant, c'est-à-dire un malade qui n'a pas de mutuelle. Ok. D'accord. Ben, écoute, les prix de l'ablation de la fibrillation atriale remboursés par l'AMO, CNOPS CNSS, c'est autour de 90 000 dirhams. Le problème, c'est que tu le sais très bien que le coût de la cryoablation en matériel est plus cher que la radiofréquence. Et donc, ça fait une différence lorsque on choisit telle ou telle méthode. Ok, ben, tu vois que la lecture de tes recommandations finalement pousse les gens à se poser la question sur le sotalol. Alors, il y a quelqu'un qui a un patient qui a une FA avec une prothèse valvulaire mécanique qui est bien stable sous sotalol. Il te pose la question, est-ce qu'il doit changer l'antiarythmie? Non, non, il ne change pas, il le surveille plus régulièrement. La surveillance est bien précisée dans les recommandations. Le QT, certains éléments biologiques, ils le surveillent, non, ils le mettent en 2B, ils disent que si on le prescrit, il faut bien le surveiller, c'est tout. Ils ne disent pas qu'il est contre-indiqué. Alors, toi comme moi, on est dans des pays où le rhumatisme existe encore, hein.
Et donc là, il y a une question, hein, c'est une des dernières questions. Il y a une patiente de 63 ans qui fait de l'AFA sur un RM rhumatismal avec dysfonction ventriculaire gauche, coronaire saine. La place de l'ablation de l'AFA. Je te Je ne dis, la toi, blâte pas. Je la très blâte pas. bien, Honnêtement, je la blâte pas. très bien, excellent, Mais je ne touche pas les rétrécissements mitraux de principe. excellent. Alors, d'autres questions, il y en a encore un paquet, mais il y en a beaucoup auxquelles tu as répondu. Le taux de succès que tu annonces à... Oui, alors Excuse-moi, est-ce que tu peux… Voilà, on va terminer avec peut-être deux questions, s'il te plaît. deux questions très rapides. Merci. Le taux de succès que tu annonces à ton patient sur une ablation de FA, tu l'as Écoute, précisé tout à l'heure, écoute, une FA paroxystique. je vais être très honnête avec toi. Je ne me jette pas sur les malades. Je sélectionne les malades. Je ne veux pas. D'abord, je dois être convaincu que je vais rendre service à mon patient. Et pour être convaincu que je vais rendre service à mon patient, je fais de la bonne sélection. Et là, j'avance le chiffre de 80%. 80% de succès à un an. C'est le chiffre que j'annonce. J'annonce que l'anticoagulation, elle dépendra du contexte du patient et non pas de l'absence de fibrillation atriale dans le suivi. Donc, ce sont les deux éléments importants que j'annonce pour le patient. Autre question très rapide, et ça sera la dernière, hein, toujours dans le chapitre des antiarythmiques, mais je pense que tout le monde a réalisé que finalement, ça s'est réduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme peau de chagrin. La dronédarone. La dronédarone, effectivement, elle a été replacée. Tu sais, c'est une molécule que j'aime beaucoup puisque j'ai participé au Maroc aux études de phase 3 des études de la dronédarone. Donc, je connais très bien cette molécule et qu'elle est revenue, effectivement, elle est revenue, cette molécule-là, euh, avec une seule contre-indication, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë. Et on peut la donner dans les autres indications, en particulier lorsqu'il n'existe pas de cardiopathie. On peut la donner au cours des coronaropathies, mais lorsque l'étude Pallas a montré qu'il y a une surmortalité lorsqu'on donne la dronédarone. Mais effectivement, elle a été replacée dans ses recommandations. Ok, bon, excellent. J'ai été sûr que tu avais réponse à tout, mais Saïd nous a fait signe d'arrêter. Il y a encore beaucoup de questions, mais faute de temps, on va C'est en parce rester qu'on là. parle, tu sais, c'est parce qu'on parle, toi et moi, trop de la fibrillation atriale entre nous. Donc, on pense de la même manière. Merci infiniment en tout cas. Merci à toi, merci à Laurence. Et puis bon, je laisse le mot au président de l'AMCAR et qui est un très bon ami. Et encore une fois, vous me manquez énormément. Il me tarde que cette situation de Covid s'arrête, qu'on puisse se retrouver en présentiel et non pas en virtuel. Merci infiniment à tous les deux. À toi Saïd, de conclure. Merci beaucoup, Najmuddin. Voilà, quoi dire après ces deux conférences vraiment excellentes. On a appris énormément de choses. Voilà, au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je voudrais remercier Laurent Cizerin, Najmuddin Chahidi et puis Saïd Hamid Moustafir pour leur excellente prestation. Encore une fois, un grand merci. Je voudrais aussi remercier tous les cardiologues qui sont restés si nombreux avec nous jusqu'à maintenant. Je remercie aussi les laboratoires Cooper pour leur participation. Et puis, je voudrais rappeler juste les congrès principaux nationaux qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Je voudrais, il y a la SMC qui va présenter les highlights de l'ESC la semaine prochaine, le mardi. Donc, soyez nombreux à assister à ce webinaire. Et puis, il y aura les congrès nationaux, le congrès national de la SMC le 15-17 octobre, les journées nationales de l'AMCAR qui auront lieu le 5-7 novembre, auquel a fait allusion Siad Hamid tout à l'heure, et puis le printemps de cardiologie qui aura lieu le 17-19 décembre. Donc, attendez-vous en mois d'octobre, novembre et décembre à des congrès de haut niveau, Inch'Allah. Voilà, encore une fois, un grand merci à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Il y a